Alors, on va commencer avec l'hémorragie méningée pour amorcer la digestion, hein. Euh, Vous allez voir que c'est une pathologie un peu particulière qui diffère des autres pathologies, puisque vous verrez, c'est une véritable maladie générale. On rentre dans une maladie générale par le biais du cerveau. Je vais essayer de vous démontrer tout ça et vous donner quelques. C'est une maladie très très large, hein, donc avec les complications aiguës, les complications tardives, mais on va essayer de donner les grandes lignes. Et puis si vous avez des questions après, j'y répondrai. Alors, si un patient vous dit une de ces phrases, voilà, en insistant sur la brutalité et l'aspect inhabituel de la céphalée, ce malade-là, vous avez l'obligation de le garder et d'aller au fond des choses. Toute céphalée brutale, intense, avec malaise, sensation de malaise ou pas, donc une douleur qui survient de façon totalement inopinée, avec une grande brutalité, jusqu'à preuve du contraire, c'est une rupture d'anévrisme. Enfin, c'est une hémorragie ménagée, pardon, pas une rupture d'anévrisme. C'est une hémorragie ménagée, et puis c'est une douleur qui a une caractéristique qui est celle de la brutalité. C'est une des rares douleurs violentes au niveau du cerveau et instantanée, et une douleur qui est prolongée, accompagnée d'un syndrome méningé ou pas, mais qui est prolongée et qui cède mal au traitement habituel, aux antalgiques qu'on prend habituellement. Donc, dès que vous avez cette caractéristique-là, vous gardez le malade. Parce que derrière, il y a le risque d'une rupture d'anévrisme. Et puis d'abord, il faudra démontrer qu'il a une hémorragie méningée. Donc, on va parler de l'hémorragie méningée. Et quand on parle d'hémorragie méningée brutale, c'est souvent, derrière l'arrière-pensée, c'est le risque de l'existence d'un anévrisme qui s'est rompu. Pourquoi c'est important de penser à l'anévrisme? Parce que l'anévrisme génère un risque de ressaignement. 30% de mortalité premier saignement, 70% lorsqu'on ressaigne. Vous voyez? Et souvent, le malade qui ressaigne a un hématome. Je vous montre un peu une image d'un cerveau avec l'hémorragie méningée. Vous avez l'arachnoïde en dessous d'laquelle il y a du sang. Si vous ouvrez l'arachnoïde, vous allez retrouver un aspect normal du cerveau en dessous. Donc, les artères s'empilent, elles vont envoyer le sang au niveau de la région sous-arachnoïdienne, entre l'arachnoïde et la pimère. C'est pas, ça ne se met pas en sous-dural. Mais il peut y avoir en sous-dural. Si vous avez un anévrisme avec un G important, il peut déchirer l'arachnoïde et passer en sous-arachnoïdien et se mettre en sous-dural. On peut avoir des hématomes sous-duraux révélateurs d'une hémorragie méningée ou d'une rupture d'anévrisme. Donc vous avez vu ici, aspect scanographique, on a les espaces sous-arachnoïdiens, vous avez du sang dans les vallées sylviennes et vous avez un petit hématome interhémisphérique. On voit vraiment que c'est de l'hémorragie méningée. Ça reste quand même relativement rare, ça fait 5% des AVC en totalité. L'incidence annuelle est de 2 à 16 pour 100 000. Et puis il y a des facteurs de risque qui, d'abord, font grossir l'anévrisme et deuxièmement, exposent au saignement. Il y a des facteurs qui multiplient par 5 le risque de saignement. Quelqu'un qui fume et qui a un petit anévrisme, il augmente le risque d'augmentation de la taille de l'anévrisme et le risque de rupture. Vous savez qu'il y a 2 à 5% de la population, et selon les régions, 2 à 5% de la population qui ont un anévrisme. Et tous ne saignent pas. Heureusement, il y a des gens qui meurent de leur belle mort à 90 ans avec un petit anévrisme qui ne saigne pas. Mais dès lors qu'on génère des facteurs de risque, qu'on crée des facteurs de risque environnementaux par rapport aussi à ses habitudes, eh ben, on augmente le risque. L'évolution est favorable donc dans les ruptures d'anévrisme dans 60% des cas. Elle est défavorable dans 40% des cas. Il y a une mortalité de 25%, 25 à 30%. Donc, il y a beaucoup de mortalité et c'est une des causes de mort subite. Donc, je vous ai dit au départ que c'est une maladie neurologique, mais qui est en fait, qui évolue rapidement vers une maladie générale. Je vais essayer de le montrer au fur et à mesure. Donc, on commence par l'urgence neurologique. C'est une urgence neurologique. D'abord, c'est un phénomène il y a le phénomène douloureux. Pour les patients qui sont conscients, vous imaginez bien qu'il y a des ruptures d'anévrisme avec hémorragie méningée qui se soldent d'emblée par un coma. Cela, il ressemble à tous les patients. Mais le patient qui est conscient, lui, il va vous dire, voilà, j'ai le maître symptôme. Le maître symptôme, c'est la céphalée. Intense, prolongée, et non calmée par les antalgiques habituels, accompagnée d'autres signes qui sont la raideur méningée, parce que c'est une
hémorragie méningée, donc il y a le syndrome méningé. Si le patient est comateux, il n'y a aucune spécificité. Vous allez chercher à comprendre pourquoi il est dans le coma, et à ce moment-là, vous faites les examens d'emblée. Quels sont les examens qui permettent d'arriver au diagnostic? Vous avez le scanner sans injection. Il ne faut pas l'injecter parce que quand vous l'injectez, il y a de l'iode et l'iode va vous donner l'impression d'avoir une hémorragie méningée fine, alors que c'est l'iode. Donc, on n'injecte pas le patient. Donc, vous avez une hyperdensité spontanée au scanner. Mais un scanner normal n'élimine pas le diagnostic. Et vous allez comprendre au fur de ce topo qu'on est avec une maladie où l'imagerie est plus faible que les symptômes. Les symptômes orientent plus vers la maladie et qu'un examen négatif, un examen radiologique négatif, ne vous élimine pas le diagnostic. C'est assez curieux. C'est rare les maladies où le symptôme a plus de force que l'imagerie. Et c'est pour ça que je vous mets ici un scanner normal n'élimine pas le diagnostic. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet lavage. On est en sous-arachnoïdien, avec le temps, le sang qui parcourt le cerveau lave le cerveau et vous allez avoir la densité du sang qui diminue et puis la sensibilité de l'examen diminue et vous voyez que la sensibilité est de 98% à 24-48 heures et elle passe à 50% à 5 jours. Parce qu'il y a cet effet lavage, on produit du LCR en permanence et il passe et il repasse, il fait baisser la densité et en même temps il fait partir le sang. D'accord? En fait, il part pas réellement parce qu'il est trappé dans l'arachnoïde, mais sa densité diminue, on ne le voit plus. Alors qu'à l'IRM, on le verrait. La ponction lombaire. Patient conscient qui adhère à la discussion, qui comprend tout, on peut lui faire une PL. Pas de contre-indication, pas de trouble d'élémentiel, on peut faire une PL. C'est scanner est normal. C'est scanner normal, mais il a la symptomatologie. Vous voyez, malgré un scanner normal, s'il a la symptomatologie, vous pouvez vous dire, tiens, je vais lui faire une PL. D'accord? L'aspect, il est xanthochromique. Vous voyez, c'est un aspect comme ça. Et vous voyez ici, il y a le LCR qui est rouge. Et vous voyez ici, en bas, il y a les débris globulaires. Dans l'hémorragie méningée, il faut savoir que lorsque vous avez une hémorragie méningée, au-delà de 6 heures, même si vous centrifugez votre LCR, eh ben, le LCR restera rouge au-dessus et les débris globulaires seront en bas. À l'inverse d'une ponction traumatique, quand vous piquez et vous avez une ponction traumatique, le LCR et le sang se mélangent. Si vous centrifugez votre LCR, les globules rouges ne sont pas encore hémolysés parce qu'il leur faut 6 heures pour s'hémolyser. Les globules ils vont se mettre en bas et le LCR retrouve sa couleur normale eau de roche. Mais au-delà de 6 heures, le globule rouge s'hémolyse dans le LCR. Vous saisissez cette notion? D'accord? Vous pouvez poser des questions s'il y a des questions comme ça, on n'avance pas, j'avance pas comme ça sans vous compreniez. D'accord? Donc, le LCR, quand vous avez une PL négative, c'est quelqu'un qui a eu mal à la tête 24-48 heures avant, il y a peu de chances qu'il ait une hémorragie méningée. Vous voyez, je vous ai mis ici, au-delà de la 6e heure, recherchez pigments sanguins, pigments dans les pigments sanguins dans le LCR, ça aussi c'est une technique qu'on peut envoyer au labo, mais ça prend du temps, d'accord? Et c'est du sang incoagulable. L'IRM, il y a des patients chez qui on ne peut pas faire de PL, le scanner il n'est pas, ou on ne peut pas faire de scanner, peu importe, on a une IRM, donc l'IRM elle peut être normale aussi, mais regardez ce que ça vous montre, et la séquence idéale c'est le flair, parce que la séquence de l'hémosidérine, T2 étoiles, elle n'est pas très bien parce que c'est des zones où en général il n'y a pas de LCR. On a des régions où passe le LCR, on a un aspect noir mais qui est dans des zones où habituellement il y a des liquides. Donc ça peut prêter à confusion. Donc il vaut mieux faire le flair et vous avez quelque chose de blanc dans un contexte de céphalée brutale. Quelqu'un dit ah là là j'ai eu mal à la tête, vous pouvez pas savoir et vous faites l'IRM, vous avez ça. Ben, c'est une hémorragie méningée. Il n'y a pas de mystère. C'est la brutalité. Maintenant, si vous dites, je suis fébrile depuis 5 jours et progressivement j'ai mal à la tête, j'ai de la fièvre à 40 et je me sens de moins en moins bien, ben vous allez penser à quoi? Une méningite. Voilà. Donc, le contexte permet de bien. Donc, c'est la séquence qui, pour nous, et pour moi, comme clinicien, est plus facile à voir, c'est le flair. Ensuite, vous cherchez l'hémorragie méningée. Il arrive qu'on ait des patients ils arrivent, ils décrivent une douleur. La douleur reste quand même un élément subjectif. Il n'y a pas d'objectivité. Mais néanmoins, le patient vous décrit une douleur brutale, on va l'écouter, oui. Douleur violente, brutale, il dit j'ai jamais eu ça. Bon, bref. Il y a les hystériques aussi, mais après,
pour dire que quelqu'un est hystérique, il faut surtout pas se tromper parce que si on se trompe, on condamne le malade. Donc, il vous dit là, donc vous allez ce malade lui chercher l'hémorragie méningée. Vous la trouvez pas. Vous dites, moi je trouve pas l'hémorragie méningée, mais il a la symptomatologie qui va avec. Ce qu'il me décrit, c'est j'ai fait le scanner, il est normal. J'ai fait l'IRM, elle est normale, ou j'ai fait le scanner et puis j'ai pas d'IRM, je peux pas faire d'EPL parce qu'il prend des anticoagulants, ou il a un zona dans le dos, je peux pas mettre l'aiguille dans le dos. Eh bien, vous dites, il a toutes les caractéristiques de l'hémorragie ménagée à la clinique, et je vous dis la clinique est importante. C'est comme si vous étiez chez vous, vous avez une souris qui vous voyez vos sacs de provisions, ils sont grignotés les sacs sont troués, et vous dites, là, il y a une souris qui est passée là. Qu'est-ce qui va vous dire qu'il y a la souris? Vous allez trouver les crottes de souris, d'accord? Les petites crottes de souris, parce que la souris, elle lâche ses crottes partout. Mais si vous ne voyez pas les crottes et vous avez des arguments, tiens, les sacs de semoule, les percés, c'est qu'il y a une souris, eh bien, vous allez chercher la souris directement. Vous n'avez pas trouvé. Donc, pareil, je n'ai pas trouvé l'hémorragie ménagée. Qu'est-ce que je vais chercher? L'anévrisme en lui-même. Donc, on fait une angiographie. Vous voyez, donc, on va dans l'escalade thérapeutique parce qu'on a tellement peur de cette pathologie et de passer à côté, donc on écoute le malade. Donc, c'est la symptomatologie qui nous pousse à chercher. Donc, on fait l'angiographie. L'angiographie, à la limite, s'il y a une hémorragie méningée et on fait l'angioscanner ou l'angio-IRM, un examen angiographique et on ne trouve rien, on est déjà rassuré. Ça veut dire ce risque de rupture qui nous hante et qui nous fait peur de perdre le malade, eh ben, ce sentiment, on l'appelle, on dit tiens, il a fait une hémorragie, mais c'est peut-être une suffusion, peut-être c'est un syndrome de vasoconstriction réversible avec une suffusion hémorragique. Non, c'est pas si grave que ça, d'accord? Mais un anévrisme, un ressaignement, c'est un gros trou dans une artère. Donc là, c'est pas la même chose. Donc si on élimine, c'est bon. Donc on fait l'artériographie, qui est l'examen de choix, l'examen standard, puisque le gold standard, puisqu'on injecte de l'iode dans l'artère directement. Donc c'est une opacification directe des artères. On passe par voie endo-artérielle et donc on monte jusqu'au cerveau. Sinon, on a l'angioscanner. Avec les nouvelles machines, il y a des acquisitions qui ont de très très bonne qualité et on a des examens qui sont très très proches de l'artériographie. D'accord? L'artério, elle permet autre chose, elle permet de traiter le malade. Mais au moins, l'angioscanner nous donne le diagnostic. Et c'est de très très bonne qualité. Et puis, en général, si l'angioscanner est bien fait, on ne va pas jusqu'à l'artério. Ça arrive des fois où le radiologue, il dit, bon, allez, on va à l'artério parce que quand même, c'est un jeune. Mais par acquis de conscience. Mais en général, un angioscanner bien fait, ça pose pas de problème. Ensuite, l'angio-IRM, soit sans injection, on appelle ça une séquence de flux. C'est une séquence IRM qui permet d'acquérir des images des vaisseaux, soit on fait de l'injection de gadolinium, et ça c'est une séquence avec injection. Ici, je vous montre un anévrisme au Doppler, parce que moi je suis féru de Doppler, donc il faut que je le mette dans toutes les... Donc voilà, un anévrisme, parce que ce qui est intéressant, c'est pour ça que je l'ai mis, hein. Celui qui a fait le dessin, il montre que le sang, là, c'est la sylvienne, il voit que le sang revient négatif. Et là, regardez, c'est vrai que ça revient. Moi, je regarde le sang, donc ça rentre et ça ressort de l'anévrisme. Bref. Maintenant, une fois qu'on a posé le diagnostic, on va évaluer la gravité du patient, la gravité clinique. La gravité, la céphalée n'est pas en soi grave. À ma tête, on va essayer de traiter, de calmer la douleur. La gravité, elle tient au déficit que peut avoir le patient, en particulier un déficit moteur ou le coma, parce que ça peut aller jusqu'au coma avec parfois des signes d'engagement. Et puis, l'engagement en lui-même on peut être pris à contre-pied par l'existence d'une anisocorie, même chez un patient conscient. L'apparition d'une mydriade dans les suites d'une hémorragie méningée signe, si le malade est conscient, on ne peut pas dire que c'est un engagement. Parce que quand on commence à engager, ça veut dire que c'est le tronc qui est comprimé, on est déjà en train de rentrer dans le coma. Mais si on est parfaitement conscient, on a une anésocorie, l'anisocorie signe l'atteinte du 3, et l'atteinte du 3 dans ces conditions signe une localisation d'un anévrisme qui est un anévrisme situé au niveau du territoire de l'artère communicante postérieure, donc la face postérieure de la carotide. Donc c'est le seul signe à valeur localisatrice de l'anévrisme. Les autres anévrismes n'ont pas de manifestation déficitaire, d'accord, aussi fine. Quand vous avez un 3, le type il arrive, il est conscient, il est bien, il a mal à la tête et il n'arrive pas à ouvrir l'œil, il n'arrive pas à regarder en haut, il n'arrive pas à regarder en bas, il n'arrive pas à regarder à l'intérieur, il a une mydriase réactive,
il a probablement un anévrisme de l'artère communicante postérieure. Et voilà, je vous ai montré ici. Voilà, regardez ici, l'anévrisme, il est là, il refoule le 3 ici, et donc ça donne une paralysie. Avec les symptômes que je vous ai décrits. Maintenant, si le malade est comateux, vous considérez ça comme un engagement jusqu'à preuve du contraire, même si vous traitez le patient par excès. Parce qu'il n'est pas conscient. Donc, pas non, ça c'est peut-être un anévrisme de la communicante postérieure. Non, vous avez un coma. Donc, vous le considérez comme tel, fait par excès et pas par défaut. Toujours dans le degré d'urgence. Donc, une fois le diagnostic posé, il faut rapidement diriger le malade vers un centre spécialisé. Ne gardez pas le malade chez vous, c'est un malade neurochirurgical par excellence et il doit y avoir une équipe qui s'occupe de lui, neurochirurgien, plus neuroradiologue, plus l'anesthésiste réanimateur. Si vous êtes aux urgences, rapidement, parce que ça c'est la patate chaude, il faut surtout, c'est la bombe à retardement. C'est comme si vous teniez une grenade de votre main, c'est comme ça qu'il faut voir ces malades-là. Parce que s'ils saignent la première fois, c'est 30%, deuxième fois, 70%. Et puis, les patients recèlent, 5% des patients recèlent le premier jour, 20% les premières semaines, et puis 50%, 1 sur 2 recèlent dans les 6 mois. Et puis, s'ils ne saignent pas dans les 6 mois, ils rejoignent le saignement de ceux qui n'ont pas rempli leur anévrisme. 3% par an, au-delà des... On évalue la gravité par la classification de la WFNS, l'échelle de la WFNS qui utilise le Glasgow et la présence ou non d'un déficit. Et vous voyez que le grade 1, c'est celui qui a Glasgow 15, pas de déficit. Le grade 2, c'est quelqu'un qui perd 1 à 2 points. Le grade 3, c'est finalement le grade 2 avec l'apparition d'un déficit. Et au-delà, en dessous plutôt du grade 3, c'est le Glasgow uniquement qui compte et l'existence ou non d'un déficit n'a plus d'importance. Et donc, vous avez le grade 4 qui est un Glasgow en 12 et 7 et le grade 5 en 6 et 3. Et vous voyez que le pronostic des patients, la mortalité augmente avec le grade. Plus on est grave à l'arrivée, plus on a des chances de mourir. Et ça, c'est intuitif. Donc, ça ne demande pas d'être, voilà, c'est une logique implacable. On est grave au dehors. Et vous voyez, si vous regardez bien, même ceux qui arrivent Glasgow 15, 5% de mortalité. On perd 5 sur 100 alors qu'ils sont arrivés sur leurs pieds. Et c'est cela qu'il ne faut pas perdre. Quand on perd cela, c'est dramatique. Parce que le malade, on communique avec lui, il est bien, Glasgow 15. Donc, vous voyez, on peut mourir. Donc, c'est pas 0, c'est 5%. L'hypertension intracrânienne. Il ne faut surtout pas faire confiance au malade qui vous parle. L'hypertension intracrânienne n'est pas très rare chez les grades 1. Les grades bas. Les grades bas, c'est censé qu'ils sont conscients qui vous parlent. Et la conscience n'élimine pas l'hypertension intracrânienne. Et si vous regardez bien, ici, ça c'est grade 1, c'est la classification de 1 TS, mais le grade 1, c'est le grade 1, ça veut dire ceux qui n'ont pas de déficit sont Glasgow 15. Et vous voyez, il y a 7% qui ont une pique entre 20 et 50. 7%. Donc, et pourtant, ils sont en grade 1. Donc là, ils sont parfaitement conscients, ils communiquent, ils sont en HIC. Et ça, on le voit régulièrement chez nous dans le service. Et nous, on a des patients qui sont en HIC, ils ont pourtant la DVE, et ils sont conscients, et on est obligé de leur mettre du sérum sale hypertonique pour faire, pourtant, mais ils se plaignent, ils disent, ah là là, j'ai mal à la tête, et on leur donne tous les produits pour calmer la douleur, et ça se calme pas, en fait, ils sont en HIC. Et c'est pour ça que nous, quand on met une DVE, on met avec la fibre, parce que la DVE, elle est là pour drainer l'hydrocéphalie et réduire l'HIC, et la fibre, elle nous dit, s'il y a de l'HIC parce qu'on a beaucoup d'œdème, quand on draine, la dérivation est ouverte, donc on ne voit pas le chiffre. Et bien la fibre, elle dit, votre malgré le drainage, il est en HIC. Et des grades 1, il y en a beaucoup qui sont en HIC. Et regardez le grade 2, qui ne sont pas des grades trop bas, qui sont conscients aussi. Il y a même des patients, 18% qui ont une pique supérieure à 50. Et j'avais récemment un patient pour lequel l'infirmière m'appelle, parce qu'elle n'était pas très expérimentée, c'était une jeune, elle me dit, ah Lamine, à chaque fois que je clampe la DVE, le patient a 50. Parce qu'on n'avait pas mis de fibre. Ils en viennent rapidement, patient grade 1. Et il me dit, j'ai mal à la tête, faites quelque chose, j'ai envie de m'exposer la tête contre le mur. Et l'infirmière me dit ça, je clampe, il avait entre 40 et 50 de pic, j'ai fait le scanner, il avait de l'œdème, donc mon Doppler, pour le faire citer, parce qu'il était à J5, est-ce qu'il avait du spasme? J'ai dit non, je fais pas de Doppler, parce que s'il est en HIC, ça sert à quoi? Les vaisseaux sont écrasés, est-ce que c'est le spasme ou est-ce que c'est l'HIC qui écrase les vaisseaux? Donc j'ai traité l'HIC, la pique est passée, elle était autour de 10, 12, j'ai redescendu, j'ai fait l'angioscanner et été spasmé. Vous voyez, et donc c'est toujours des patients qui sont un peu compliqués à gérer. Donc faites attention, quand le patient se plaint, écoutez-le. Et ce patient se plaignait beaucoup. Et même l'équipe de nuit de gare, ils ont dit, on a passé notre temps à lui donner des morphiniques, on a dit, il est hystérique. Il n'était pas hystérique, il était en HIC. Sauf qu'ils ont oublié de clamper la dérivation, vu qu'il n'y avait pas de et d'attendre et de voir.
En fait, l'infirmière, en fait, elle ouvrait, elle pensait que quand elle ouvrait, la pique allait baisser toute seule. Mais en fait, le patient était complètement drainé. Il n'y avait plus rien à drainer. Donc, il était en HIC malgré un drainage bien fait. Vous voyez, c'est les types de pièges. Et ces patients-là engagent et peuvent mourir. Et imaginez avec un vasospasme plus HIC, c'est la catastrophe. Parce que le spasme, c'est quoi? C'est le tuyau qui rétrécit. L'HIC, c'est quoi? C'est le robinet qui se ferme. C'est aussi simple que ça. Et vous voyez que l'HIC est un facteur pronostic. Plus on monte en pic et plus on meurt. C'est un facteur pronostic. On sait que monitorer la pique n'améliore pas le pronostic, mais traiter la schistée améliore le pronostic. Mais comment on peut savoir qu'il est en HIC? Il faut mettre la pique. Oui, c'est indirect. Ouais, c'est indirect. Il y a des choses qui sont simples à comprendre. C'est pour ça que tout le monde est d'accord pour monitorer les patients. Les grades, on a dit, ce n'est pas rare, l'HIC. Par contre, les grades élevés, eux, du coup, sont dans la majeure partie des cas en HIC. Soit par le fait d'un œdème important, soit par le fait de l'hydrocéphalie, soit par l'effet des deux. Donc, ils ont des raisons d'être en HIC, et ils ont aussi, là, vous voyez, un œdème important. Ici, il y a une hydrocéphalie, et vous voyez, il y a une hydrocéphalie. Avec cette hydrocéphalie, il y a autre chose aussi. L'hydrocéphalie plus absence. Regardez, est-ce que vous voyez les sillons? Il n'y a pas de sillons. Parce que si c'était que l'hydrocéphalie, et que le cerveau n'était pas gonflé, on verrait les sillons apparaître. On dit, tiens, il y a plein de flotte. Il est dilaté et en même temps, il y a du liquide dans les sillons. Les sillons sont vides. Et il est dilaté. Donc, il y a de l'œdème cérébral et de l'hydrocéphalie. D'accord? Parce que le cerveau est gonflé. Sinon, s'il n'était pas gonflé, il laisserait de SR se mettre dans les sillons. Ici, c'est un hématome, donc la raison de la schiste est claire. Et souvent, les patients qui viennent un hématome, ils ont resaigné. Il est rare d'avoir l'hématome au premier saignement. Et puis, ici, c'est une forme d'hémorragie méningée avec un sous-dural. D'accord? C'est l'orientation de l'anévrisme avec le G qui détermine la position dans laquelle va se mettre le sang. Et je vous ai dit au départ, on pense souvent, on dit tiens, j'ai traité l'anévrisme, j'ai calmé le malade, ça va aller. En fait, maintenant, on parle beaucoup des lésions primaires dues à un œdème dès l'arrivée du patient, parce qu'on a souvent négligé ça. Les lésions cérébrales précoces. Et à l'imagerie, on le sait, on voit déjà avec ces scores dont j'avais parlé d'ailleurs au congrès, si vous avez été là, le score s'ébaisse, on regarde, comme je vous ai montré auparavant, chez le patient qui avait hydrocéphalie, et vous voyez qu'il y a ici, si on met un point, il y a deux zones, une zone thalamique proche du thalamus ici, et une zone au niveau du centre sémi-ovale, donc deux zones, et on leur donne à chaque coin soit 0, soit 1. Ceux qui ont, c'est-à-dire si vous avez des sillons, c'est 0. S'il n'y a pas de sillon, c'est 1 point. Regardez ici, par exemple, on voit les sillons, donc 0. On voit les sillons, 0. Regardez ici, on ne voit pas les sillons, 1 point, 1 point. Donc c'est deux zones. Donc on a au total 4 points. Ceux qui ont entre 0 et 2, on dit qu'ils sont en bas grade de score CBS, le score d'œdème cérébral, d'accord, de l'hémorragie méningée. D'accord, je vous ai écrit, mais ici l'acronyme, Early Brain Edema Score. Donc, ceux-là, ceux qui sont entre 0 et 2, sont des bas grades, ils n'ont pas beaucoup d'œdème. Mais ceux qui sont à 3 et 4 ont de l'œdème cérébral et ont des raisons d'être en HIC. Et s'ils sont en HIC, déjà, ils subissent l'HIC qui va induire des lésions. Et puis, s'il y a le vasospasme sur ces lésions-là, c'est encore pire. Et les études ont montré, je ne vais pas m'étaler trop sur ces états, mais montré que ceux qui ont un score bas, eh ben, il y a une survie, la probabilité de survivre est plus élevée que ceux qui ont un score élevé. D'accord? Et il y a plus d'HIT, vous voyez, chez les patients qui ont un score élevé, plus de craniectomie décompressive, plus d'ischémie et plus d'évolution défavorable. Donc, le départ, c'est-à-dire que le malade, au départ, il faut déjà le régler. Ne dites pas, voilà, j'ai traité l'anévrisme, il est drainé, bon, on va attendre maintenant le vasospasme. Parce que souvent, on attend le vasospasme, on est en train d'attendre quelque chose qui est loin et on laisse ce qui est là en train d'abîmer le patient. Donc, les patients de l'œdème, faites attention, vérifiez qu'ils soient en HIC. Et souvent, et le monitorage nous montre que beaucoup de malades grade bas, qui sont conscients, qui nous parlent et qui sont en HIC. Donc, le traitement de l'HIC, c'est le traitement que vous connaissez tous, l'osmothérapie, l'anatrémie, la sédation, la normothérapie pour les patients qui sont comateux. Pour les conscients, bien sûr, on peut leur mettre aussi les patients conscients, comme celui dont je vous ai parlé au départ. J'ai mis sous osmothérapie pour faire baisser la pique alors qu'il était conscient. Et d'ailleurs, quand sa pique a baissé, il m'a dit tout de suite, qu'est-ce que vous avez fait? Il m'a dit, j'ai plus mal à la tête, alors qu'il était bourré de morphinique, de plein de choses pour réduire la douleur. Eh ben,
le traitement de l'HIC a réglé le problème. En fait, les collègues n'avaient pas regardé très bien les choses. Donc, ces patients-là, n'oubliez pas que quand vous avez ces patients, vous traitez l'HIC, un patient qui a de l'œdème, qui a de l'HIC, vous n'avez pas besoin de mettre la nimodipine. La nimodipine est un vasodilatateur, donc ça augmente le volume sanguin cérébral, ça aggrave l'HIC. On met la nimodipine chez un patient chez qui on a réglé le problème de pression intracrânienne. S'il est en HIC, on ne rajoute pas parce qu'on aggrave les choses. Vous augmentez le volume sanguin cérébral. Et puis transférer le malade, ça, s'il est en hydrocéphalie, c'est pas vous qui allez le traiter, vous l'envoyez là où ils pourront lui mettre une dérivation et là où ils pourront évacuer l'hématome s'il est en HIC sur un hématome. Jusque, jusque là, c'est bon? Oui, la nimodipine, oui. Oui. Il y a le médicament quand on le met, il doit servir à quelque chose sans aggraver le malade. Si vous mettez la nimodipine chez un patient en HIC, vous mettez un vasodilatateur. Par définition, vous avez un cerveau qui est en HIC, donc compliance basse, et vous allez mettre la nimodipine qui est un vasodilatateur, vous allez gonfler encore plus le cerveau, vous allez générer plus d'HIC et aggraver le malade au lieu de l'améliorer. Vous pouvez mettre la nimodipine parce que vous avez une complication qui vous empêche de mettre la nimodipine. Il y a l'HIC. L'hypertension intracrânienne contre-indique la mise sous nimodipine. D'accord? Donc, on ne met pas la nimodipine. Quand vous la mettez, vous vérifiez que vous n'avez pas d'hypertension intracrânienne. De la même manière, si vous avez un patient en hypotension, vous n'allez pas lui mettre la nimodipine, vous allez lui mettre la noradrénaline. Parce que mettre la nimodipine chez un patient en hypotension, vous allez encore aggraver le malade et les fait rechercher, c'est-à-dire il est attendu dans 3-4 jours. Donc, et même avec ça, vous verrez, on ne met pas la nimodipine parce qu'elle fait trop chuter la tension, on joue sur l'HTA, donc on fait l'HTA thérapie, elle est plus importante que la nimodipine. Dans la prévention du spasme, l'HTA est plus importante que la nimodipine, il faut retenir ça. Donc, l'hydrocéphalie, elle est assez fréquente, 20 à 30% des patients, dont 20% aura un drainage définitif. Et plus on est âgé, plus on a des chances d'avoir un drainage permanent. Et bien sûr, la circulation postérieure est plus pourvoyeuse d'hydrocéphalie, ça c'est dans la littérature. Il y a deux types d'hydrocéphalie. L'hydrocéphalie, elle est active quand il y a des signes de résorption. Vous avez du LCR qui rentre dans le parenchyme, on appelle ça des signes de résorption transépandymère qui signent une hydrocéphalie active. D'accord? Et vous avez le drainage externe qui devra être fait chez ce patient. Il y a des patients chez qui on peut faire des PL évacuatrices lorsque l'hydrocéphalie est communicante. On va voir ça. Donc, en général, on met une DVE. Hein. On a deux types d'hydrocéphalie. La non communicante, regardez, par exemple, vous avez ici un caillot qui vient boucher les voies d'écoulement du LCR. Ça, c'est une communicante. Ce malade-là, si vous lui faites une PL, il est mort. Il engage. Parce que vous allez créer tout de suite le gradient, accentuer le gradient entre le haut et le bas, et le tronc va s'étrangler, donc vous allez avoir tout de suite le patient qui engage. Ça, c'est l'hydrocéphalie non communicante et qui contre-indique la PL. Et vous avez l'hydrocéphalie communicante. Celle-là, c'est une hydrocéphalie qui est due à un trouble de circulation, et celle-là, c'est une hydrocéphalie par trouble de la résorption. Le LCR circule normalement partout, et il veut réintégrer les sinus. Il arrive au niveau des villosités arachnoïdiennes, elles sont feutrées par le sang, il n'arrive pas à passer. Donc tout le système liquidien est dilaté et ça circule de partout. Ceux-là, on peut leur faire des PL évacuatrices. Si il y a des patients comme ça qui ont fait des PL, on n'a pas envie de le mettre. On a traité l'anévrisme, on se dit tiens, il est un peu hydrocéphale, allez, on lui fait des PL évacuatrices. Ça arrive qu'on fasse passer des patients comme ça. En plus, on les fait des PL évacuatrices avec de grosses aiguilles, de telle manière à générer un gros trou dans le dos et le fait d'être assis, ça fait le LCR continue de couler à travers le trou qu'on a fait dans la durmère. Et donc, en général, on draine, on met une DVE et on draine les patients. Si l'anévrisme est traité, on les traite à 5 plus 10 cm d'eau, 10 cm d'eau au-dessus de la tête. Hein. Vous avez, le patient est allongé, vous avez à mi-distance entre le tragus de l'oreille et le coin de l'œil, on met 10 cm au-dessus. 10 cm, c'est l'équivalent de 8 mm de mercure. Retenez que 1000 cm d'eau égale 760 mm de mercure. Parce que le niveau de la poche, c'est des centimètres d'eau. La machine vous donne, les scopes vous donnent des millimètres de mercure. Donc, il faut toujours faire cette différence. Maintenant, si le patient n'est pas traité de l'anévrisme, on essaie de ne pas trop baisser et de mettre la poche un peu plus haute pour garder une contre-pression pour éviter le ressaignement. Voilà, donc les niveaux, on en a parlé. Voilà le système qu'on a.
Alors, les chirurgiens nous disent, nous, on n'aime pas faire une DVE parce que le fait de drainer, on risque de faire saigner les patients. Et c'est vrai que le fait de lever, quand vous avez un patient en HIC, vous mettez une dérivation, vous baissez la pression, le gradient entre la pression artérielle qui est dans les vaisseaux et la pression que vous avez levée réduite à l'extérieur peut faire saigner parce que vous majorez le gradient. Et donc, ils nous disent, ouais, DVE, on veut faire saigner quand l'anévrisme n'est pas traité. Et moi, je suis allé regarder la littérature et finalement, vous voyez, ça c'est les jaunes sans DVE et les verts avec DVE. Les jaunes sont DVE, vous voyez, et les verts avec DVE, il y a plus de mortalité, mais regardez les années, hein, 85. Plus de mortalité, plus de ressaignement, pardon, pas de mortalité, ressaignement dans le groupe avec DVE. Et on se dit, ils ont raison. Mais vous avez vu que j'ai laissé un vide ici, que je vais combler tout de suite. Et depuis 2002, ce n'est plus vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant, quand j'ai commencé à neurochir, l'idée c'était de traiter le patient à J8 après la sortie du vasospasme. Et s'il était spasmé, on le reportait jusqu'à l'espace d'espace. Les patients mouraient. Des jeunes, je me rappelle, j'arrivais le matin pour endormir, ils me disent, il est mort. Ah, il est mort, oui, il a ressaigné. Parce qu'on attendait trop longtemps. Et c'est ces patients-là qui avaient une dérivation aussi et qui ressaignaient. En fait, ils ressaignaient pas parce que c'est vrai que la levée de la contre-pression rajoutait son effet, mais ils ressaignaient parce que la fibrinolyse est passée par là, la fibrinolyse physiologique. L'anévrisme est fermé par un caillot, le caillot se lise, et pas de recène. Et puis le malade conscient, il va casser, et il se lève, il essaye de faire des efforts, et donc ça entraîne des montées de pics de pression artérielle, et ça les peut saigner. Mais depuis 2002, des années 2000, on a changé de philosophie. Les patients devaient être traités immédiatement. Pourquoi immédiatement? Et c'est aussi psychologique. Là, l'embolisation est arrivée. Et donc, l'embolisateur, lui, il s'en fout. Le malade, il arrive, il le fait à minuit, 2 heures du matin, et il passe par l'artère, spasmé, pas spasmé. Les chirurgiens se sont vus piquer une pathologie. Et donc, ils se sont mis à opérer rapidement. Et c'est devenu une règle. Donc, ils opèrent tout de suite les malades. Donc, le malade qui vient avec un anévrisme est opéré dans les 24-48 heures. Et s'il n'est pas opéré dans les 48 heures, soit il est embolisé. De toute façon, en général, ils sont embolisés. Hein. La chirurgie a laissé la place à l'embolisation. Donc, quasiment 80% des patients sont embolisés. Et donc, les patients ne sont plus opérés à J7. De toute façon, il faut les sécuriser rapidement parce qu'on ne peut pas voir un malade mourir à J7. Et les chirurgiens, ils savent qu'ils ont 48 heures pour opérer. S'ils n'opèrent pas dans les 48 heures, c'est au-delà de la sortie du spasme. Mais ça, et maintenant, c'est exceptionnel. Les patients, ils sont embolisés. S'il n'est pas embolisé, le patient, il passe en artério, le radiologue fait son artério, il dit pour moi, il n'est pas embolisable, j'arrive pas, il a un collet large, c'est un sylvien, il s'y prête pas très bien, le patient passe direct au bloc. Le chirurgien ne va pas dire dans une semaine. Et depuis ce changement, eh ben, fini. Plus de différence. Et en fait, le saignement était dit, bien sûr, au drainage, mais avec des patients euh, qui n'avaient plus de caillots. Le problème, c'est qu'il y a des services où ils n'ont plus quasiment d'opérateurs. Nous, on veille à ce que nos chirurgiens opèrent, et par exemple, les sylviens, on les opère régulièrement. Parce que le sylvien, déjà, l'embolisation n'est pas très bonne parce qu'il est dans une situation qui ne s'y prête pas beaucoup, très bien, et en même temps, c'est des embolisations qui sont incomplètes avec des réperméabilisations fréquentes. Donc, tant qu'à faire, le chirurgien, il passe par là, il clip. Je veux dire, entre nous, moi, si j'avais un anévrisme, peut-être que j'en ai un, je ne sais pas, mais je préfère me faire opérer. C'est définitif, c'est un clipage. L'embolisation, c'est un suivi à vie, parce qu'on a peur de la réperméabilisation. L'hydrocéphalie, on a vu aussi, c'est fréquent dans les embolisations, plus que il y avait une étude ISAT, une étude internationale qui avait pris les patients embolisés versus chirurgie, des patients qui étaient tous éligibles aux deux techniques avec leur consentement, et ils ont regardé. En fait, là, c'est une étude qui a poulé l'ensemble des travaux qui ont été faits, plus l'étude ISAT, qui est une étude qui a été faite pour comparer l'embolisation et la chirurgie. Ils ont regardé par rapport à l'hydrocéphalie, eh ben, il y avait plus d'hydrocéphalie dans l'embolisation que dans la chirurgie. C'est logique parce que la chirurgie, on ouvre le crâne et on lave les espaces sous-arachnoïdiens par du sérum physiologique, donc on réduit la quantité de sang, donc on rétablit une meilleure résorption du LCR, alors qu'avec l'embolisation, non, on n'ouvre pas le crâne. Donc le sang, il reste tel quel. Et donc, il est logique qu'on ait plus d'hydrocéphalie. Les facteurs de risque de l'hydrocéphalie, c'est comme toujours, c'est des résumes ici, c'est l'âge,
plus on est âgé, et d'ailleurs, naturellement, les personnes âgées ont tendance à devenir hydrocéphales. On connaît d'ailleurs les HPN, les hydrocéphalies à pression normale chez le sujet âgé. Il y a deux courbes qui se croisent. Dans l'hydrocéphalie, la courbe de l'hydrocéphalie augmente avec l'âge, la courbe de vasospasme diminue avec l'âge. On spasme plus quand on est jeune, puisque les vaisseaux deviennent rigides, et on comprend qu'au-delà de 75 ans, on se passe moins parce que les vaisseaux sont devenus rigides. Donc, plus de spasme chez les jeunes, plus d'hydrocéphalie chez les sujets âgés. Il faut retenir ça. Et donc, on a dit, les facteurs qui interviennent dans l'hydrocéphalie, c'est l'âge, le grade, c'est ceux qui sont les plus graves, et souvent ceux qui ont le plus grave, ceux qui ont saigné le plus, et puis ceux qui ont plus de sang au scanner, et ceux qui ont d'emblée développé une hydrocéphalie. Donc alors, l'autre chose qu'on redoute, c'est l'ischémie cérébrale retardée. Elle survient au-delà du 3e jour. Elle touche à peu près, grosso modo, 50% des patients, avec le risque d'une ischémie. C'est ça qui risque d'infarctus cérébral. C'est dû à des modifications multiples, inflammatoires, des phénomènes vasculaires avec un épaississement de la paroi, comme vous le voyez ici, un épaississement de l'intima, et puis des phénomènes de thrombose qui vont s'ajouter pour justement générer ce phénomène qu'on appelle l'ischémie cérébrale retardée. Mais principalement, c'est des phénomènes qui touchent la vascularisation, la macrovascularisation et la microcirculation, et qui se traduit ici par une pauvreté de la parenchymographie. On voit que les artères sont perméables, mais le parenchyme est mal irrigué. Donc, c'est une pathologie qui est assez redoutable et qui peut conduire donc à des lésions cérébrales définitives qu'on surveille. Et là, je vous montre les patients qui font l'ischémie cérébrale retardée. Ça, c'est une série autopsique. Ceux qui font le vasospasme en plus de caillots, ça le nombre de caillots par centimètre de cerveau. Et ils ont observé que sur des séries autopsiques, que les patients qui ont un spasme ischémiant, eh ben, en plus de caillots, donc le phénomène de caillotage et de microthrombose est un phénomène qui s'associe aussi au phénomène de vasospasme. Et c'est pas surprenant parce que quand l'artère s'épaissit, il y a de la turbulence, puisque le flux dans une artère est un flux laminaire. Quand vous avez du space, il devient turbulent et ça peut générer aussi des caillots dans la circulation. Donc, une diminution des calibres des vaisseaux en artériographie pour le vasospasme en lui-même, d'accord. La fréquence, on a dit, elle est relativement élevée, et puis le risque ischémique, c'est ce qu'il faut retenir, est majoré par l'HIC. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, l'HIC c'est quoi? C'est le robinet. Le vasospasme, c'est le tuyau qui rétrécit, l'HIC, c'est le robinet. Si vous rétrécissez le tuyau et vous fermez le robinet, d'abord, vous avez l'impression qu'il n'y a plus de spasme parce que vous avez réduit le débit du robinet, donc vous avez une vitesse qui est moindre. Mais elle n'est pas moindre parce que on aura tendance à penser à tort que, vu que la vitesse a baissé, c'est que le vaisseau s'est dilaté. En fait, non. La vitesse a baissé parce que le robinet s'est fermé du fait de l'HIC. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas interpréter de façon fiable ou repérer de façon fiable un vasospasme si on est en HIC. Première des choses à traiter quand on est en présence de vasospasme, même au tout début, c'est l'HIC. Et quand je fais mon Doppler, si le patient est à 40, mon Doppler ne vaut rien du tout. D'accord? Parce que c'est un Doppler fait avec robinet fermé. OK? Et donc, dès qu'on a suspicion d'un vasospasme qui pourrait générer de l'ischémie cérébrale retardée, il faut prendre les choses en main. Chose que je voudrais vous dire aussi, ce n'est pas spécifique de la rupture d'anévrisme. C'est lié à la présence de sang dans l'espace sous-arachnoïdien. Donc, dès que vous avez une situation qui génère du sang dans l'espace sous-arachnoïdien, vous pouvez avoir du vasospasme ou de l'ischémie cérébrale retardée, comme un trauma crânien, une chirurgie tumorale avec hémorragie méningée, une rupture de MAV. Tout ça peut générer du vasospasme et ne pas se dire je ne cherche le vasospasme que chez un patient qui a une rupture d'anévrisme. Le diagnostic du spasme, d'abord c'est clinique. Vous voyez qu'un patient qui était bien et qui commence à se dégrader, ou bien un patient qui devient fébrile alors qu'il n'y a pas de porte d'entrée, bien sûr il faut éliminer un foyer infectieux, et c'est une température qui est particulière, il y a une dissociation peau-température. Et puis le vasospasme ou l'ischémie cérébrale retardée, j'ai tendance à utiliser beaucoup le mot vasospasme parce que j'étais formaté comme ça. Eh bien, vous voyez, c'est une fièvre ici qui a une fièvre qui est avec une fréquence cardiaque qui est basse. Le patient a est fébrile à 40 des fois et il a une fréquence à 50. C'est assez surprenant. C'est un dérèglement
du thermostat, quoi, des centres thermorégulateurs. Et vous pouvez avoir après tous les troubles possibles et imaginables et des déficits, voire un coma. Donc, toute apparition d'une nouvelle perturbation neurologique chez le patient doit conduire à justement évoquer le spasme et faire ce qu'il faut, les examens pour l'éliminer ou l'affirmer. Maintenant, quand le patient est comateux, il vous reste les examens. C'est le Doppler et puis l'angioscanner chez le patient. Dommage, on n'a pas le sang ici, mais pas de sang. Vous voyez une vitesse qui s'accélère ici au Doppler, une vitesse moyenne à 242 sur la CM gauche. Chez un patient, ça fait pas tellement longtemps d'ailleurs. Vous voyez, donc, et là, c'est un espace localisé, vous voyez, ici. On peut le voir même, savoir, parce que vous avez des espaces diffus et des espaces localisés. On a vu ça ce matin, voir le retentissement. Là, on peut voir l'espace au Doppler, on a les vitesses, et puis on veut voir en angioscanner le retentissement. Est-ce que c'est un espace qui génère du bas débit ou pas? Eh bien, on fait le scanner de perfusion et on regarde ce qui se passe au niveau du temps de transit moyen et du volume sanguin cérébral. Quand les deux sont différents, c'est de la pénombre. On appelle ça une mismatch, une différence entre les deux. Et lorsque vous avez les deux qui sont pareils, eh bien, vous êtes en situation d'ischémie constituée. Parce que vous n'avez plus de volume sanguin cérébral, vous n'avez plus de sang qui passe ici. Et donc, c'est une situation d'ischémie. Et ça, c'est avant que l'image ne soit visible au scanner. Et là, c'est à l'IRM, on l'avait vu ce matin, pareil, pénombre, quand la diffusion est normale, quand elle devient positive avec un hypersignal, eh bien, en une situation de d'ischémie constituée. Donc, le traitement, par voie générale, c'est la normovolémie. Et vous verrez, les patients sont, dans une large majorité, entre 60 et 70% en hypovolémie, les patients de neurochirurgie. Malgré les remplissages qu'on fait et tout, on est toujours en retard. Normovolémie, HTA-thérapie, nimodipine, IVSE, en dehors des contre-indications. Si le patient est en hypotension, vous ne le mettez pas. Si le patient est en HIC, vous ne le mettez pas. Si le patient est très hypoxémique et que vous êtes en 100% de FIE2, vous ne le mettez pas parce que ça lève la vasoconstriction pulmonaire hypoxique et ça aggrave le shunt. Donc, tout vasodilatateur doit être proscrit et vous jouez sur l'HTA s'il le faut. Par voie endovasculaire, c'est la chimiodilatation. Alors, milrinone aussi par voie IV et par voie endovasculaire, la chimiodilatation par pneumocorotrope et la dilatation mécanique reste l'outil le plus important et le plus radical. Quand on met le ballon, en général, on casse les fibres et on n'y revient plus. Il y avait un produit qui était annoncé, qui était attendu, le clazosentan, qui est inhibiteur c'est un antagoniste des récepteurs de l'endothéline, qui finalement s'est avéré être inefficace. Les études sont sorties récemment. Il n'y a que les Japonais qui ont trouvé quelque chose de positif. Mais finalement, parce que les Japonais n'utilisent pas la nimodipine. Voilà, je vous montre une angioplastie, ce que c'est, par ballon. Là, c'est un patient qui était spasmé sévèrement. Vous voyez ici, regardez les vaisseaux, regardez la sylvienne ici, elle est fine, la carotide qui est très très fine. Voilà le ballon avec les marques du ballon ici, il est là, dans la sylvienne. Et voilà, regardez la sylvienne en face de là. On ne voit pas très bien. Voilà, vous voyez, c'est une dilatation importante parce qu'il rentre le ballon, il casse les fibres. Les fibres cassées, c'est fini, c'est ouvert. Et vous comprenez pourquoi, c'est un épaississement de l'artère, vous comprenez pourquoi, quand on met un médicament, en général, ça lève pas, parce que le médicament ne va pas nettoyer l'artère, il ne peut pas la désépaissir. C'est pas du spasme, c'est pas de la contracture, c'est de l'épaississement de l'artère. Ensuite, c'est une urgence cardiovasculaire. Donc, quand on rend un anévrisme, il y a certains patients qui arrivent en défaillance cardiaque. Voire, bon, en HTA, l'HTA, on peut l'expliquer parce que l'HTA peut être aussi une réponse du cerveau en demandant au cœur de monter la pression parce qu'il y a de l'HIC, donc baisse la perfusion cérébrale, donc ça peut être un truc réflexe, ça peut être aussi dû à la douleur. Les troubles du rythme, pareil, c'est très très fréquent. Et puis, on peut avoir aussi ce qu'on appelle la myocardite adrénergique ou la défense cardiaque d'origine centrale. On va parler rapidement. La myocardite adrénergique, donc je pars directement de la myocardite parce que c'est quelque chose d'important. Comment on la diagnostique? Elle survient chez 15 à 20% des patients. Elle peut être à l'origine d'une défaillance cardiaque, comme il ne peut pas y avoir de défaillance. Comment on dit que le patient a une myocardite? En fait, c'est assez simple. La myocardite, c'est une atteinte cardiaque qu'on va diagnostiquer grâce à la troponine.
Le patient arrive, tous nos patients ont troponine. On leur fait la troponine. Si le patient qui a une hémorragie méningère arrive avec troponine, souvent c'est des chez les jeunes, il a la myocardie. L'augmentation de la troponine signe la myocardie. D'accord? On fait tout de suite une écho. Mais souvent, l'écho, elle est normale. Et parfois, les patients ont fait la défaillance chez eux, le temps d'arriver, le cœur récupère. Il peut récupérer vite. Comme parfois, certains arrivent avec la grosse défaillance gauche. Et à ce moment-là, on fait la BNP. Le BNP, c'est l'hormone de l'insuffisance cardiaque. Si la BNP était élevée, c'est qu'ils ont fait, et ça reste longtemps, ça a une demi-vie plus longue que la troponine. Donc, si le patient avait, avec une fonction cardiaque qui paraît normale, et une BNP qui était élevée, c'est qu'il a dû faire, à un moment donné, une défense gauche chez lui et qu'il a récupéré. Pourquoi ça? Parce qu'on a peur aussi d'avoir à réanimer des patients qui sont en anoxie cérébrale. Donc, ça génère, surtout quand il y a une défaillance gauche associée, ça génère, et donc là, ça devient une urgence thérapeutique, ça génère un risque cérébral majeur, puisque vous avez la perfusion. Si vous avez le cœur en défaillance, eh bien, vous avez un cerveau en HIC et un cœur en défense qui n'arrive pas à alimenter le cerveau, donc la perfusion n'est pas bonne, et vous avez addition de deux choses qui abîment le cerveau, l'HIC et l'absence d'une perfusion adéquate du fait d'un cœur défaillant. Si vous avez un patient en défaillance gauche, ça ne sert à rien d'essayer de faire des prouesses techniques. On s'occupe du cœur, on s'occupe de l'HIC, donc aucune exploration radiologique cérébrale, on ne va pas faire d'artériographie, puisqu'on va mettre encore l'organisme en difficulté. On va faire aucun geste, hormis le scanner qui a une période de comprendre ce qui se passe, poser une DVE et stabiliser le cœur. On a 24 à 48 heures pour pouvoir après aller soit à l'embolisation, soit, si le malade n'est pas stable, ne pas essayer de faire des choses. Et souvent, le malade arrive la nuit, il est en défaillance, on le stabilise, on met la dobule, la noradrée, on met le lévociment dense, tout ce qui peut améliorer la fonction. Dès que le patient commence à améliorer, on va en artériographie pour l'emboliser. Maintenant, s'il est en hydrocéphalie, on met la DVE, elle est mise tout de suite parce que ça c'est indispensable. Tout le reste n'est pas urgent parce que même faire un angioscanner, quel est l'intérêt si derrière il n'y a pas un traitement? Donc on commence à s'occuper du cœur et surtout pas mettre de la nimodipine quand vous avez une défaillance gauche. En général, c'est une défaillance qui récupère au bout de 24, 48, 72 heures maximum. À quoi c'est dû? C'est un relargage massif de catécholamine. Pardon. Donc, c'est le fait qu'il y ait une HIC brutale, le sympathique est en lien direct avec le cœur, et donc les terminaisons sympathiques vont relarguer leur contenu. Ces vésicosités catécho sont relarguées dans le tissu myocardique et vont générer une vraie intoxication aux catécholamines au niveau du cœur, et ça engendre une défaillance cardiaque. C'est toxique. Et ça va se traduire par des troubles électriques, des anomalies biologiques avec la BNP qui monte, la troponine qui monte et une défaillance cardiaque. Voilà, vous voyez un cœur qui est complètement défaillant suite à une hémorragie méningée. Souvent, c'est des sujets jeunes et qui n'ont pas d'antécédents cardiaques. Mais ça récupère très très bien. Après, si c'est des défaillances qui ont duré longtemps avant que le malade arrive et tout, on a peur des lésions anoxo-ischémiques. Donc voilà, je vous montre là c'est une fille de 16 ans, il me semble, je ne me rappelle plus, et qui avait regardé, elle a la PS100 qui est montée, qui signe l'ischémie cérébrale, elle a la troponine qui monte, la troponine signe la myocardie adrénergique, la NT-proBNP jusqu'à 4000 qui signe la défaillance gauche, et puis vous avez l'incidence cardiaque avec des lactates qui étaient montés. Donc vraiment, le patient est arrivé en bas débit et on a fait l'IRM bien sûr rapidement parce qu'on s'est dit c'est un patient qui avait fait un arrêt cardiaque massé et finalement, regardez tout ça, c'est de l'ischémie. Et ça c'est un hématome, il avait un hématome aussi. Donc c'est une ischémie qui touche les deux hémisphères. On a limité les traitements. Le patient qui est passé en mort encéphalique. C'est une urgence respiratoire. De la même manière que le cœur souffre de cette rupture d'anévrisme, et ben le poumon aussi, et on a un OAP lésionnel, un OAP neurogénique, qui a le même mécanisme avec un relargage massif des catécholamines au niveau du poumon, avec une rupture ou une cassure de la membrane alvéolo-capillaire. Je vais vous montrer des images d'un apathe avec vraiment une cassure de la membrane alvéolo-capillaire, et donc ça va se traduire par une hypoxémie, et souvent cette hypoxémie, elle est eupnéique. Le patient est eupnéique, il n'est pas dyspnéique et il est hypoxémique. Et ça survient même des patients des grades 1. On a des patients qui arrivent en grade 1, ils ont un poumon
Voilà, comme celui-là, vous voyez, il n'est même pas intubé. Il est arrivé avec un poumon normal, il a blanchi progressivement, et puis c'est reparti, avec un cœur strictement normal. Et ces patients-là, on les tient avec de l'oxygénothérapie. Lorsqu'ils sont comateux, bien sûr, ils sont intubés, ventilés, avec pas mettre trop de PEP parce que ça les aggrave. Et là, bien sûr, je vous l'ai mis en rouge, pas de nimodipine, parce que c'est hypoxémique. N'aggravez pas le shunt. Urgence hydroélectrolytique, ça on verra tout à l'heure avec la natrémie, parce que les dysnatrémies qu'on va faire, c'est lié aux patients cérébrolésés. C'est l'hypovolémie est très très fréquente, donc faire attention, parce que le patient déjà, il saigne de par sa pathologie elle-même qui induit des perturbations hydroélectrolytiques, et puis il perd de l'eau par rapport à un traitement comme l'osmothérapie, les apports iodés pour les scanners, on fait l'angioscanner, l'artériole, et tous ces apports sont rarement bien compensés parce qu'on a tendance à donner un volume liquidien normal, comme on donnerait un oxygène oral, alors que le patient est en retard déjà, sachant que il arrive 3-4 jours après, il a eu mal à la tête, il vomissait, il n'avait pas mangé, il buvait plus, et donc attention. Et je voulais faire une réflexion, et je dis en présence de mes internes, certains internes qui étaient là, je dis, le patient qui est conscient, qui mange et qui boit, vous lui mettez pareil, comme celui qui est comateux, 30 millilitres kilo de flotte, par la veine. Parce que la veine, c'est l'intérieur de l'organisme. Le tube digestif, c'est l'extérieur de l'organisme. Le tube digestif est à l'extérieur de l'organisme. Il n'est pas à l'intérieur. C'est ouvert en haut, c'est ouvert en bas. Ça rentre, ça sort. La veine, c'est dans l'organisme. Et si on compte sur le malade, il suffit qu'il ait mal à la tête, qu'il soit nauséeux, vous lui mettez 3 litres d'eau, il boira jamais, il boira rien du tout. Et il est déshydraté, et pourtant vous ne le voyez pas, et il va spasmer, et il va ischémie. Le malade comateux et le malade conscient, même tarif, on remplit dans la veine. Il boit pas, on s'en fout. Parce que le conscient, c'est un traître. C'est lui qui va vous trahir parce que vous pensez qu'il boit et qu'il mange. Et même s'il boit et il mange, et en admettant même que vous mettiez l'entérale chez le patient intubé ventilé, cette entérale qui vous dit qu'elle ne va pas sortir 2 jours après sous forme de diarrhée. Vous n'êtes sûr des apports liquidiens que ce que vous mettez dans la veine. Que le malade soit conscient, parce que celui-là, il est conscient, et vous pensez qu'il mange et qu'il boit, en fait, c'est son humeur et l'état où il se trouve, et l'autre, il est comateux, vous le mettez dans le tube digestif qui vous dit que ça ne va pas sortir en diarrhée. Donc, assurez-vous que ce que vous donnez est dans la veine. OK? Souvent, on a des hyponatrémies, on en parlera tout à l'heure, et l'hyponatrémie, souvent de déplétion. On va en parler juste après. Les patients sont donc hypovolémiques, et ceux qui sont hypovolémiques font plus de spasmes, comme on le voit ici. Voilà. Le spasme symptomatique s'observe plus chez les patients hypovolémiques. Ça, c'est des techniques de mesure du volume sanguin cérébral et du débit sanguin cérébral par des globules rouges marqués. Voilà, je ne vais pas insister là-dessus. On reviendra sur ça après. Donc, nous, en réa, c'est simple. On corrige l'hypovolémie, on corrige l'anatrémie, on ne fait jamais de restriction hydrique. Quand j'ai commencé à la neurochir, on faisait beaucoup de restrictions hydriques et je voyais qu'il y avait des vasospasmes et des ischémies tout le temps. Jusqu'au jour où j'ai découvert le Cerebral Saturation Syndrome, parce que je lisais et je me dis mais c'est pas possible. Les patients avaient 500 millilitres et puis on était tout le temps en restriction pour corriger l'atrémie. Et en fait, les patients étaient quasiment tous hypovolémiques. À l'époque, on faisait pas l'écho, on regardait pas le remplissage, et des patients qui étaient dans leur chambre. En fait, ils étaient hyponatrémiques, mais étaient hyponatrémiques avec une hyponatrémie de déplétion. Ils étaient vides. Et donc, on a interdit. De toute façon, quand on a une hyponatrémie, vu que le diagnostic est difficile, on le verra tout à l'heure, eh ben, on proscrit les restrictions, on remplit les maths, on rajoute du sel. Alors, démarche de prise en charge globale pour finir. Un patient haut grade. Je ne parle pas des bas grades. Les bas grades, ils sont bien, donc on leur fait tout. L'artério, l'angioscan, l'embolisation, tout. Je parle des hauts grades, parce que c'est ça, le haut grade quand il est stable. Au grade stable. Au grade de la WF. Les patients comateux, mais stable. Pas de défaillance cardiaque. Celui-là, on fait le bilan, on traite l'anévrisme parce qu'il n'a rien. Il est comateux du fait de son hémorragie, peut-être il y a un hématome. On va essayer de traiter toutes les complications neurologiques parce que son cœur est bien, son poumon est bien, pas hypoxémique. Embolisation de préférence, c'est souvent les grades élevés en un œdème cérébral important, donc il vaut mieux éviter que le chirurgien mette la main dessus. On les embolise. C'est meilleur pour le cerveau. Commander du sang pour la chirurgie, peu importe. Chirurgie, c'est hématome compressif. Si le patient vient avec un hématome, eh ben, c'est la chirurgie. Chirurgie, qui dit chirurgie dit retrait de l'hématome et exclusion d'anévrisme par voie chirurgicale. Il n'y a pas d'autre chose. DVE si ventricule dilaté. Souvent, nous, on commence par la DVE. Grade élevé, il a la DVE tout de suite. On ne réfléchit pas trop.
DVE et on fait la fibre. Pourquoi on l'a fait? Parce que une fois qu'il va, s'il n'est pas opéré, il va à l'embolisation. L'embolisation peut être parfois difficile. Et des fois, il nous dit, mettez de l'aspirine. Ça cavite un peu, ou mettez de l'héparine. Et si le patient est en hydrocéphalie, qu'est-ce qu'on fait? On met la DVE sous héparine. Donc, on préfère mettre la DVE. Il n'a pas d'anticoagulant. On rentre à l'artério. Il commence à travailler, emboliser. S'il nous dit, mettez de l'héparine, la DVE est déjà en place. Le risque de saignement est faible. Et puis, on met le monitorage continu par fibre. Les grades élevés, instables, ceux qui ont la défaillance myocardique, la défaillance respiratoire, ceux-là, ils sont graves. On ne va pas les traîner, leur faire des choses pour les aggraver. Donc, stabilisation des grandes fonctions, pas d'angiographie, pas de diète thérapeutique, hormis DVE fibre, différer la cure d'anévrisme de 24 heures, 48 heures, pas de nimodipine jusqu'à stabilisation. Donc, vous avez compris, on est avec une maladie neurologique avec laquelle il y a d'autres défaillances qui vont arriver et qu'on doit régler. Et puis, on contrôle les grandes fonctions. Et une fois que tout a été fait, on va exclure l'anévrisme. Voilà. Donc, c'est une maladie neurologique qui se transforme en maladie générale. Donc, je l'ai suffisamment bien spécifié pour que vous puissiez le comprendre. Je crois que j'ai fini. Je vous remercie. Là, je pense qu'il va y avoir des questions quand même. Oui. On leur donne l'analgésie en général, ça n'altère pas la conscience. Même les morphiniques. Le morphinique n'est pas un hypnotique. Il sédate un peu le malade, mais le malade reste exsangue. Nous, on met la morphine, on met du thiapridal, donc un neuroleptique. On leur met tous les autres de l'artiskénon, de tout ce qu'on veut, tous les antalgiques possibles, même les morphiniques. Par contre, on ne sédate pas si on a besoin de l'état neurologique. Après, si le patient, par exemple, a été embolisé, il a une DVE, on lui met, s'il il est angoissé, on peut lui mettre des Exomil. Après, il ne faut pas l'endormir. Le malade conscient, on le traite comme un malade conscient et on lui donne ce que nous, on peut prendre quand on a mal. On n'est pas restrictif. Hein. L'état neurologique, quand arrive le vasospasme, là, il faut être vigilant. Parce qu'on a besoin de la conscience du malade. Il ne faut pas polluer. Mais au départ, de toute façon, la douleur, elle est les premières 48-72 heures. Après, elle a tendance à être de mieux en mieux contrôlée. Mais les 3 premiers jours, la douleur, il ne faut pas laisser le mal souffrir de toute façon. Vous donnez tout ce qui peut calmer le patient. Il n'y a pas de restriction. Hein. Oui. Le Lovenox, préventif. Chez l'hémorragie méningée, dès que l'anévrisme est traité, on commence. Alors on va dire H24. À J1. Trauma crânien, J2. Mais le sang, c'est du sang qui est sorti de l'anévrisme. Il est dehors. On a traité l'anévrisme. C'est fini. Le sang qui est là, il est là. Mais parce que le problème, on n'a pas envie que le malade ressaigne. Mais là, c'est fini. On a exclu l'anévrisme. Il n'y a plus de risque de ressaignement. S'il a été exclu par embolisation, on peut même, je dirais, mettre, s'il n'y a pas de GS, il n'y a pas de DVE, on peut mettre même le jour même. Mais nous, par précaution, on a peur que la DVE se bouche. Le lendemain, on commence. H24. Traumatisé crânien, J2. J2, et on fait un scanner, ouais, J2, préventif. Ah oui. À J2, on commence. Maximum J3. Oui, mais je te dis, après, quel est le risque chez ces malades-là? Le risque de saignement, il est dans les 24-48 heures, 24 heures. Le saignement chez le trauma crânien, c'est les premières 24 heures. Non, c'est le cinquième pour... Ah non. Le 48, c'est 72 heures. Des fois, il y a des oublis. Je viens, je vois que il n'est pas remis. Parce que le cerveau est pourvoyeur de thrombose. Si vous faites des angioscopies, vous verrez le nombre d'embolies pulmonaires qui passent inaperçus. On a beaucoup d'embolies pulmonaires. Hein. Il faut le Lovenox, il faut le mettre à. Et si on ne le met pas pour des raisons X, nous, ils ont les bas pneumatiques. Ça, Mais moi, je dirais, à H60, si vous êtes inquiet, à 72, J3 maximum. Hein. Le 48 heures, 72 heures. Quand on veut vraiment retarder, c'est le 3e jour. Maintenant, si le malade a un TP à 40% et des plaquettes à 20 000 et on ne comprend pas, bien sûr, là, c'est parce que souvent, au-delà de la 48 heures, va partir un syndrome inflammatoire monstrueux avec du furinogène qui va monter, et c'est là où ils deviennent
vraiment très vulnérable. Parce qu'un trauma crânien, une fois qu'il a saigné, dans les premières 24 heures, 48 heures après, c'est fini. Le risque, il est hyper faible. Moi, mon expérience, nos traumatisés ne saignent pas. Hein. Ils nous font plus d'autres soucis que le saignement. J'ai vu que vous mettez de l'héparine et de l'aspirine pour le phase 4. C'est plus... Non, mais pas, c'est dans les embolisations quand il y a un problème. Et que le chirurgien nous dit, l'embolisateur nous dit, c'est en train de cailloter, faites-moi un bolus d'aspirine. Et pourquoi j'ai parlé de ça? Parce que on anticipe la pose de la DVE. Parce que si on met de l'aspirine, il me dit ça caillote et je mets de l'aspirine, et qu'après je sois obligé de mettre une DVE, je vais antagoniser l'aspirine en donnant des places. C'est un non-sens. Il vaut mieux poser la dérivation pour ne pas avoir à antagoniser et retomber dans le versant thrombotique, alors que c'est ce qu'on essaye d'éviter. Donc nous, la DVE, elle est anticipée. C'est rare qu'on la fasse pas chez les malades. Pour être libre pour l'utilisation de l'héparine, l'utilisation de l'aspirine, sans problème, per procédure et post-procédure. Et à chaque fois qu'on a fait l'inverse, il nous dit j'ai besoin d'aspirine. Le patient, et on sort du bloc, on fait le scanner, on trouve dilaté, on dit ah là là, comment on va faire maintenant? On va mettre des plaquettes et il va prendre en masse, donc on est inquiet. Donc on est très DVE dans le service, on est parmi les services qui vont le plus, sachant qu'on est très très rigoureux par rapport à l'infectieux. On est autour de 3,5-4% d'infection, de taux d'infection chez nous, chez des patients qui ont des DVE qui peuvent dépasser 3 semaines. Donc c'est assez rigoureux. La PS100, la protéine 100, oui. On l'a fait tous les jours chez les patients, les 10 premiers jours, et quand ils sont au spasme, et quand ils rentrent dans le spasme, on peut la faire 2-3 fois par jour. Parce que ça peut être une alerte. Quand la PS100 monte, on est déjà en retard. Et donc, nous, c'est comme une alerte, c'est-à-dire si on la voit bouger, déjà, ça nous incite à être prudent. Parce que des fois, le Doppler est normal, et ça peut être un spasme qui est loin de la zone où le Doppler peut voir ce qui se passe. Et donc, la PS100, elle n'a pas d'impact thérapeutique direct, mais elle a un impact diagnostique. Elle nous pousse à vérifier qu'il ne se passe pas quelque chose. Des fois, on descend au scan, on fait l'angioscan, scan de perfusion, il ne se passe rien, parce qu'on a des faux chiffres des fois. Ce qu'il faut savoir, c'est que la PS100, d'abord, ce n'est pas neuronal, c'est astrocytaire. Deuxièmement, c'est une substance qui est produite non, pas uniquement par les astrocytes. On estime que l'astrocyte, il est avec le neurone. Si l'astrocyte meurt, c'est que le neurone à côté va. C'est des cousins, ils sont tout le temps ensemble. D'accord? C'est des frères siamois. Ils sont ensemble. S'il en meurt, l'autre meurt. Mais la PS100, elle est produite par des macrophages. Donc, quand vous avez une infection systémique, ça monte. Les chondrocytes crachent du PS100. Les os, donc j'ai un polytraumatisé avec cassette partout. La PS100 monte. On ne sait pas si c'est le cerveau ou c'est les os. Les mélanocytes crachent de la PS100. Donc, c'est pas. Nous, ce qui nous intéresse dans la PS100, c'est son évolution. Si le patient arrive avec une PS100, surtout l'hémorragie ménagée, avec une PS100 normale, c'est son évolution qui va être un indicateur pour nous, à condition qu'il ne soit pas infecté. Voilà. La fracture n'a pas de fracture, n'a pas de raison, il vient avec une hémorragie ménagée. Mais par contre, le sepsis, c'est un problème. Ouais, mais là, ça c'est bien. Mais la c'est comme il y a des examens comme le PET scan, mais ceux-là, c'est des examens parce que le nombre de malades qu'on a, c'est énorme. On a 250 patients par an. On leur fait désintégrés. Notre service deviendrait un champ de radiation. Non mais c'est des examens lourds. Le mal ventilé. C'est compliqué, puis financièrement, ça deviendrait hyper coûteux. Non, mais le scanner de perfusion est en train d'être amélioré, donc on voit de plus en plus de choses. Et puis, on a quelque chose qui a révolutionné la prise en charge, c'est la milrinone, le chorotrope. Le chorotrope, c'est une révolution. On voit la modification, on avait des espaces sévérissimes, on les voit de moins en moins parce qu'on a commencé à mettre la milrinone de plus en plus tôt. Dès que la vitesse s'accélère, elle n'est pas encore significative, elle est 120, 130, hop, chorotrope. Et on fait des angioscans. Rien. L'espace ischémique qu'on avait avant, on a un taux d'ischémie tellement bas qu'on se dit si on publie, les gens vont se marrer et vont dire ils ont truandé les résultats.
Avant de le confirmer, c'est le Doppler, ça s'accélère, on le met. Non, non, c'est pas encore recommandé parce que ça a un impact sur la tension au prix d'une augmentation de la noradrée. Et tu as des tachycardies, mais tachycardies en général, c'est des jeunes, ils tolèrent bien. Et des fois, on monte, on est obligé de monter avec des doses de noradrée qui sont assez importantes. La confirmation à 4 heures du matin, c'est compliqué parce que plus on laisse l'espace s'installer et plus il sera difficile de le lever. Et plutôt, cette stratégie devait être plutôt, il n'y a pas que nous. Vous savez, dans la prise en charge des patients, il y a ce qui est recommandé et ce qu'on fait nous. La recommandation, en fait, elle est faite pour les gens qui ne sont pas spécialisés. Il faut dire les choses. Nous, on travaille beaucoup en recommandation parce qu'on est un service expert. Moi, on ne va pas me dire, fais ça. Vous pensez que moi, le trauma crânien, je le prends par rapport aux recommandations? Je ne les regarde même pas. Parce que j'adapte la thérapeutique à chaque malade. La recommandation, elle n'est pas faite pour moi. J'ai participé aux recommandations, donc ce n'est pas faite pour moi. Mais on a une expérience, on sait comment traiter les patients. On est dans les mêmes standards de soins. Mais des fois, le malade, on lui adapte une thérapeutique. Nous, on met des corticoïdes, par exemple, alors les recommandations les interdisent. On a un premier papier qui vient d'être accepté, qui a été publié, enfin, chez les patients qui ont des conclusions. On vient d'avoir un premier papier, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Ah oui, c'est l'imagerie, oui. Tu as tout le système ventriculaire qui est ouvert. Ça, c'est des ventricules latéraux jusqu'au V4, à l'aqueduc et tout ça. On voit tout ça, donc ça passe. Et l'autre, non, on voit un caillot, par exemple. En général, la non communicante, il y a un caillot qui est sur la trachée, c'est souvent des inondations ventriculaires. Non, 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 j'ai pas dit ça. Non, 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 j'ai dit avant. C'est l'historique. Non, non, les chirurgiens, il y a la bagarre avec les embolisateurs pour la chirurgie. Ils veulent opérer, justement. Et on veut que nos chirurgiens opèrent, parce que sinon, on perd l'expertise. Par rapport à notre vue. Non, non, nous, la DVE la pose. La DVE, c'est indiscutable. C'est des patients qui ont souvent de l'hydrocéphalie. Et ils sont en HIC. La DVE, elle est indiscutable. C'est le premier volet du traitement de l'HIC. Après, moi, je comprends que le chirurgien soit réticent. Nous, on leur donne d'abord, le taux d'infection est très faible. Ça, c'est le prérequis. Si le malade meurt, c'est-à-dire il meurt d'une infection, d'une méningite, c'est fini. On perd toute crédibilité. Nous, et les méningites, nous, on n'a pas de malade qui meurt de méningite, hein. On fait, à chaque vidange de la poche, on fait du LCR et des fois, on attrape le germe dans la poche ou dans le circuit. Il n'est même pas rentré dans le malade. Parce que souvent, c'est des infections. Par rapport à l'obstruction de sang, de la délégation par un véhicule de sang. Par du sang. Ouais. Ouais, mais ça. On a deux formes. Quand il y a du sang, nous, on met des Kubala. Les Kubala, ce sont de grosses sondes avec des trous plus larges. Et ça nous arrive maintenant, chez des patients qui sont en HIC, on n'arrive pas à les régler, on met deux DVE, une dans chaque ventricule. Parce que des fois, ça ne communique pas. Le Monroe peut être bouché et les ventricules ne communiquent pas. On met deux. Et je peux dire, quand une se bouche, l'autre, elle est ouverte. Ah, la deuxième se bouche, l'autre, elle s'ouvre. Et on arrive à gérer les malades comme ça. Elles se débouchent facilement parce qu'elles sont grosses. Ça s'appelle des Kubala. Je transmets une question de l'audience qui me suit à distance. Est-ce qu'il y a des particularités pour la prise en charge d'hémorragie méningée par rupture d'une malformation artério-veineuse? Alors, la malformation artério-veineuse, il y a deux types de saignements quand il s'agit de malformation artério-veineuse. Vous avez le saignement de la mave elle-même. La mave, c'est-à-dire le côté veineux. Quand une mave saigne, les risques de vasospasme sont plus faibles que pour un anévrisme. Pourquoi? Parce que la richesse en oxygène, et c'est l'oxyhémoglobine qui est à l'origine du vasospasme, la richesse en oxyhémoglobine du sang de la mave est plus faible que l'anévrisme. Mais ça se passe quand même. On les met en général sous nimodipine péros, les malades qui sont conscients. Ceux qui sont comateux, on peut leur mettre une petite dose on peut mettre la nimodipine par voie IV. Le problème, c'est que souvent les MAV ne sont pas opérés. Ne sont pas opérés. Donc, on a dit le risque est faible, mais pas négligeable. Et ils ne sont pas opérés. Donc, si on met l'animaux, on ne pourra pas mettre la noradrénaline.
parce qu'on a peur de les faire saigner. On la met quand même, mais on fait attention. Maintenant, les patients qui ont une MAV peuvent saigner, pas de la MAV elle-même, mais d'un anévrisme d'hyperdébit. Et ceux qui saignent d'un anévrisme d'hyperdébit sont pris en charge de la même manière que celui qui a rempli un anévrisme. C'est-à-dire, on va traiter l'anévrisme d'hyperdébit. C'est des anévrismes qui naissent à cause du débit qui est important pour compenser le vol vasculaire induit par la présence de la MAV. Et donc, cet anévrisme d'hyperdébit est à prendre comme, on charge comme un anévrisme normal. Et donc, ceux-là, ils ont la nimodipine comme des ruptures d'anévrisme et suivies de la même manière. Même si on sait qu'on ne pourra pas monter, parce que l'anévrisme d'hyperdébit a saigné, donc on le ferme, c'est fini, et la MAV, on considère qu'on peut monter la pression, qu'il n'y a pas de risque majeur, parce que ce n'est pas la MAV qui a saigné en elle-même. Mais ceux qui ont la MAV qui a saigné, c'est plus problématique, parce que si on monte la tension, ceux-là, ils peuvent saigner. Et les MAV ne sont jamais opérés en urgence, parce qu'ils attendent un mois pour les opérer, le temps que le sang disparaisse, que la taille de la MAV, parce que souvent il y a un hématome qui comprime la MAV, ils veulent la voir avec tous ces afférences, donc c'est un peu plus compliqué. Mais disons que le vasospasme est pris en charge, nimodipine, à peu près pareil. Sauf que la gestion de la SPA est différente,